Je m'appelle Manon Lefebvre. J'avais 31 ans et je travaillais comme coordinatrice administrative dans une clinique pédiatrique à Lyon quand j'ai découvert que j'étais apparemment propriétaire d'une maison que je n'avais jamais vue et que j'avais 3 mois de retard sur un prêt immobilier que je n'avais jamais signé. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. Je finalisais des dossiers de patients, écoutant d'une oreille ma collègue plaisanter sur la dernière crise de son fils, quand mon portable a vibré affichant un numéro inconnu. D'habitude, j'aurais laissé le répondeur prendre le relais, mais quelque chose me disait que ce n'était pas du démarchage. Je suis sortie dans le couloir pour répondre. Mademoiselle Lefebvre, ici Nicolas du Crédit Mutuel. Je vous appelle concernant vos impayés sur la propriété de Mondor. Vous avez 3 mois de retard. J'ai cligné des yeux, confuse. Pardon, quel prêt? Il a répété le montant, 600 000 €. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Je vivais dans un 2 pièces en location près de Villeurbanne. Je n'avais aucune épargne pour un apport, pas de garant, et aucune illusion sur l'accès à la propriété dans cette économie. Ça devait être une arnaque. Mais ensuite, il a lu l'adresse, Chemin du Mont. Le nom ne m'a pas frappé tout de suite, puis ça a fait tilt. Ma sœur Chloé et son mari Guillaume avaient emménagé dans une sublime maison d'architecte au Mont-d'Or il y a quelques mois. J'y étais allée une fois. Nous avions mangé un royal chocolat sur la terrasse et soudain, mon sang s'est glacé. J'ai raccroché aussi poliment que possible et je me suis enfermée dans les toilettes du personnel. J'ai consulté mon dossier bancaire en ligne avec des doigts tremblants. Le compte était là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse mise à jour vers leur maison. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai juste fixé mon reflet dans le miroir, regardant mon propre visage passer lentement de la confusion à la réalisation. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas une blague. Quelqu'un avait volé mon identité pour acheter une maison à 600 000 €, et je savais déjà qui. Et ce qui me terrifiait le plus, c'était que les gens qui nous avaient élevés me supplieraient probablement de ne rien faire. Après l'appel, tout est devenu flou autour de moi. Les murs colorés de la clinique, les rires des enfants dans la salle d'attente, même le bourdonnement des imprimantes et les discussions des infirmières, tout s'est fondu dans un arrière-plan que je ne pouvais plus habiter. J'ai fini la journée en pilote automatique, souriant quand c'était nécessaire, hochant la tête quand on me parlait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise sur mon vieux canapé vert et j'ai fixé le lierre qui débordait de mon rebord de fenêtre. J'avais fait pousser ces plantes à partir de boutures, je les avais sauvées des hivers lyonnais, je leur avais parlé lors des longues nuits après des journées difficiles. Mon petit chez-moi n'était pas glamour, mais il était à moi. Simple, honnête, tout comme ma vie. Je n'avais jamais eu grand intérêt à rivaliser avec qui que ce soit, pas même Chloé. Elle avait 3 ans de plus, et depuis l'enfance, c'était elle qui attirait la lumière. La plus populaire du lycée, agent immobilier à 22 ans, un mari diplômé d'école de commerce, un SUV de luxe, un compte Instagram parfait, et moi, je traitais les admissions de nouveaux patients et planifiais des chirurgies. Je possédais une seule paire de talons et j'utilisais mes RTT pour aller chez le dentiste. Je ne me trouvais pas ennuyeuse. Je me trouvais paisible. Mais la paix ne fait pas la une des dîners de famille. Un dimanche sur 2, nous nous réunissions tous chez mes parents à Écully. Papa débouchait une bouteille de Bordeaux en décrétant qu'il était trop jeune, tandis que maman servait ses fameuses lasagnes, insistant pour qu'on se resserve avant même d'avoir fini la première assiette. Chloé arrivait toujours en retard et soignait son entrée. Grands éclats de rire, grandes histoires, grosses boucles d'oreilles. Elle complimentait mes chaussures, puis demandait si j'avais pensé à déménager dans quelque chose de plus adulte qu'une location. Je riais jaune. Je le faisais toujours. C'était plus facile que d'expliquer que j'avais choisi la stabilité plutôt que le spectacle. Il ne posait pas beaucoup de questions sur ma vie. Personne ne le disait jamais, mais je savais que je ne correspondais pas tout à fait à leur idée de la réussite. Je n'avais pas de bague, pas d'histoire de promotion, pas de photos de vacances aux Maldives. J'avais juste des factures que je payais à temps et une vie dont je n'avais pas honte. Et maintenant,
cette vie ne tenait plus qu'à un fil. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis restée éveillée à me demander depuis combien de temps Chloé avait planifié ça. Avait-elle fouillé dans mon courrier pendant que j'étais sous la douche, pris des photos de ma carte d'identité pendant que je mettais la table pour Noël? Est-ce que Guillaume savait? Bien sûr qu'il savait. C'était lui qui se vantait de savoir faire disparaître la paperasse. J'étais censée aller dîner chez eux le week-end suivant. Chloé m'avait envoyé un SMS plus tôt dans la semaine, j'apporte le dessert. J'espère que tu gardes toujours les plantes pour nous le mois prochain. L'audace de ce message me faisait maintenant serrer les dents. Il vivait dans une maison qui portait mon nom sur l'acte de propriété, et je n'avais même pas eu le droit de choisir le papier peint. Je me suis présentée au Crédit Mutuel le lendemain avec ma carte d'identité, ma carte vitale et une boule dans l'estomac si dense que respirer me demandait un effort. Le directeur d'agence, un homme nommé Monsieur Martin, m'a reçu dans une salle de conférence au mur gris avec une plante en pot qui semblait trop parfaite pour être vraie. Il a fait glisser un dossier sur la table avec un professionnalisme que j'appréciais et détestais à la fois. À l'intérieur se trouvaient les documents du prêt, les offres de crédit, les déclarations de revenus, tous avec mon nom, mon adresse et une signature qui ressemblait presque à la mienne. Presque. Tout a été traité en ligne, a expliqué Monsieur Martin. Documents téléchargés, signature numérique, vérification des revenus. Les revenus déclarés ici sont généreux. Je me suis penchée en avant. Combien? 198 000 € par an. J'ai laissé échapper un rire sans joie. J'en gagne 42 000. Son ton a changé. Mademoiselle Lefebvre, si vous dites que vous n'avez pas demandé ce prêt, cela semble être une fraude, une usurpation d'identité. Vous devez contacter la police et lancer la procédure de contestation immédiatement. Je veux des copies de tout, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'étais. En sortant de la banque, je serrais le dossier comme un détonateur. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit jusqu'à un café dans une zone commerciale, commandé un café noir que je n'ai pas bu, et j'ai commencé à lire chaque page comme si elle pouvait m'expliquer comment ma sœur était devenue une étrangère. Les jours suivants se sont fondus dans un flou d'appels téléphoniques et de rages silencieuses. J'ai signalé la fraude à la Banque de France. Je me suis retrouvée fichée FICP, interdite bancaire. Il n'y avait pas que les impayés du prêt immobilier, mais aussi un crédit renouvelable, 3 cartes de crédit au plafond et un prêt personnel, tous à mon nom. Tous liés à une adresse email différente de quelques caractères, manon.lefebvre.lion@gmail.com au lieu de manon.lefebvre@iclou.com. Facile à rater, facile à justifier, à moins de savoir exactement ce qu'on faisait. J'ai commencé à chercher des preuves, le genre qu'on ne peut pas balayer d'un rire autour d'un verre de vin. Le mari d'une collègue travaillait dans la cybersécurité et m'a dirigé vers un expert en graphologie qui a comparé les signatures du prêt à des copies de ma vraie signature sur mon diplôme d'infirmière et mon bail. Ce sont des faux, a-t-il dit. Intelligent, mais faux. Quelqu'un a été prudent, trop prudent. Pourriez-vous témoigner de cela? Je le pourrais. Puis est venue la partie dont je n'étais pas fière. J'ai commencé à fouiner. Je n'avais techniquement pas le droit de regarder l'historique financier de Chloé, mais je savais où chercher les failles. Son Instagram montrait peut-être du champagne et des chapeaux d'été, mais il montrait aussi trop de vacances pour un couple qui venait soi-disant de réduire son train de vie. Une amie de fac travaillait chez un concessionnaire de luxe en centre-ville. Elle se souvenait que Chloé était venue pour louer une nouvelle Mercedes. Elle était superbe, mais quand ils ont vérifié sa solvabilité, le dossier a été rejeté. Guillaume a dû payer comptant. Cette même amie s'est penchée et a ajouté, il n'avait pas l'air ravi. Leur mariage, autrefois une image d'Épinal dans l'album familial, s'effilochait. Mais ce qui m'a le plus stupéfaite, ce n'était pas l'argent. C'était l'intention. Il n'empruntait pas juste sur mon nom. Il préparait ma chute. La police confirmerait plus tard que les recherches sur le vieux portable de Guillaume incluaient des termes comme « déclarer faillite au nom de quelqu'un d'autre » et « peut-on abandonner une identité volée légalement ?» Ce n'était pas du désespoir. C'était de la stratégie. À la fin de la semaine, j'avais rassemblé assez d'éléments pour monter un dossier.
Pas seulement pour les autorités, mais pour les gens qui m'avaient appris que la famille passe avant tout. Et pourtant, j'hésitais. Pas parce que je ne croyais pas qu'il méritait des conséquences, mais parce que je savais qu'au moment où je prononcerais le mot « police », les gens qui nous aimaient toutes les deux me demanderaient de me taire. Le dîner du dimanche, c'était lasagne comme toujours. Ma mère m'avait envoyé un SMS la veille pour demander si je voulais qu'elle prenne ce gâteau au chocolat que j'aimais chez le pâtissier. Je lui ai dit de ne pas s'embêter. Chloé s'occupait déjà du dessert. Évidemment. J'ai passé près d'1 heure à m'habiller, pas parce que je me souciais de mon apparence, mais parce que je voulais me sentir armée. J'ai opté pour un chemisier bleu marine et un pantalon noir. Professionnel, inébranlable, pas la petite sœur aux chaussures empruntées. Pas ce soir. Le dossier cartonné dans mon sac semblait plus lourd à chaque pas vers la porte. Quand je suis arrivée, tout semblait exactement pareil. Mon père dans son fauteuil avec son verre de rouge, ma mère en tablier flottant de la cuisine à la table. Guillaume aidait à servir le pain, et Chloé, bien sûr, a fait son entrée avec 5 minutes de retard. Cheveux parfaitement bouclés. Chemisier en soie crème rentré juste ce qu'il faut pour paraître décontractée. Elle m'a salué comme si de rien n'était. Manon, enfin, tu as l'air si apprêtée. Une promotion dont je n'ai pas entendu parler? J'ai souri. Pas de promotion, je m'habille juste pour l'occasion. Le dîner a commencé comme 1000 autres avant lui. Mon frère Thomas et sa femme étaient là, discutant de leur rénovation. Chloé se vantait de la véranda de sa nouvelle maison, qui captait parfaitement la lumière du soir. Ma mère riait. Mon père resservait du vin. Le gâteau au chocolat refroidissait au frigo. Sa présence planait sur moi comme un défi. Alors qu'on débarrassait les assiettes, j'ai plongé la main dans mon sac et saisi le dossier. Ma poitrine était serrée, mais pas de peur. Il n'y avait plus que de la clarté maintenant. J'ai attendu que tout le monde soit calme, fourchette posée, bouche pleine de vin ou de mots non dits. Il y a quelque chose dont je dois vous parler à tous, ai-je dit. Une pause. Ma mère a levé les yeux en remplissant le verre de Thomas. Bien sûr, ma chérie. Tout va bien? Chloé s'est penchée, souriante. C'est à propos d'un garçon? Quelqu'un t'a enfin fait annuler ta routine d'arrosage des plantes du vendredi. La table a gloussé doucement. J'ai posé le dossier sur la table. Le silence qui a suivi était différent, lourd, intentionnel. Ceci est un dépôt de plainte, ai-je dit. Je l'ai déposé il y a 3 jours. Mon père s'est redressé. La police? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé directement Chloé. Il s'agit d'usurpation d'identité, de fraude, de l'achat d'une maison en utilisant mon nom, d'un prêt que je n'ai pas autorisé, de documents que je n'ai pas signés. Son sourire a vacillé. Manon, de quoi parles-tu? Je parle de la maison au Mont d'Or, ai-je dit. Celle dans laquelle vous vivez. Ma mère a laissé échapper un petit soupir confus. Mais c'est leur nouvelle maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est le cas. Et selon les papiers, il se trouve qu'elle est aussi à moi. Le prêt immobilier, les lignes de crédit, la dette, tout est à mon nom. Chloé a ri, un son sec et cassant. C'est ridicule. Pourquoi Comment aurais-je même pu faire ça? Faux et usage de faux, fausse déclaration de revenus. Utilisation d'une adresse email à un caractère près de la mienne, soumission de tout depuis l'adresse IP de votre ancien appart. Besoin de plus? J'ai ouvert le dossier et fait glisser les documents vers elle. Guillaume s'est levé rapidement, bousculant légèrement sa chaise. On n'est pas obligé de faire ça ici. La voix de mon père a tranché la tension, basse et inhabituelle. Assieds-toi, Guillaume. Le visage de Chloé était devenu pâle. Elle a jeté un coup d'œil au papier mais ne les a pas touchés. C'était censé être temporaire, a-t-elle finalement dit. Tu as volé mon identité. Tu ne l'utilisais pas, a-t-elle claqué. Tu vis dans une boîte à chaussures. Tu gagnes moins de la moitié de ce que tu mérites. On avait juste besoin de temps. Une fois que le cabinet de Guillaume aurait redémarré. Arrête, ai-je dit.
N'ose pas transformer ça en une sorte de mission de sauvetage tordue. Vous avez menti. Vous avez construit une vie sur la mienne. Guillaume a expiré, se pinçant l'arête du nez. Je t'avais dit que ça nous retomberait dessus. Tu as marché dans la combine, ai-je dit. Je n'ai pas signé les papiers, mais tu savais. Tu as utilisé les cartes. Tu as payé une Mercedes avec un crédit volé. Ma mère s'est levée en tremblant. Chloé, dis-moi que ce n'est pas vrai. Chloé l'a regardée comme une enfant prise dans un mensonge trop gros pour être nié. On se noyait, a-t-elle dit. Vous attendiez tous tellement de moi. La maison, l'image, le train de vie. On ne pouvait pas suivre. Mon père s'est levé aussi. Alors tu as enterré ta sœur pour garder la tête hors de l'eau. Il y avait des larmes maintenant. Le mascara de Chloé avait légèrement coulé. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais qu'on arrangerait ça avant que quiconque ne le découvre. Vous aviez prévu de déclarer une faillite personnelle en mon nom, ai-je dit doucement. Vous n'alliez jamais rien arranger. La pièce est retombée dans le silence. Finalement, mon père l'a dit. Sortez, tous les deux. Papa. Non, a-t-il dit. On gérera les retombées, mais vous ne le ferez pas sous ce toit. Chloé a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Guillaume lui a pris le bras. Ils sont partis sans un autre mot. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise. Je ne sais plus qui elle est. Je n'ai pas répondu parce que moi non plus. Les retombées ont été rapides, plus bruyantes que je ne l'espérais. Dès le lundi matin, la presse locale avait repris l'histoire. Une agente immobilière et un conseiller financier en vue sous le coup d'une enquête pour usurpation d'identité. L'article ne me nommait pas, mais l'adresse était listée, et quiconque s'était déjà assis à notre table pouvait relier les points. Les SMS ont afflué. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans m'a envoyé, c'est vrai? Une ancienne collègue de mon premier boulot a commenté un post avec juste « putain ». J'ai coupé les notifications et laissé mon téléphone dans un tiroir. Mes parents, en revanche, ne se sont pas retirés si facilement. Maman a appelé ce mercredi-là, la voix usée par l'épuisement. Ton père ne veut pas aller à son club de golf, a-t-elle dit. Il dit qu'il ne peut pas les affronter. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit calmement. C'est quand même ta sœur, Manon. Je suis restée silencieuse. Elle a fait une erreur, une terrible erreur. Mais il doit y avoir un moyen de régler ça. Discrètement. Le voilà. Le mot autour duquel ils dansaient tous. Discrètement. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait d'être discrète pour la paix des ménages. En grandissant, quand Chloé faisait des crises ou arrangeait la vérité, on me disait de prendre de la hauteur. Je l'ai fait encore et encore jusqu'à ce que la hauteur devienne un précipice. Elle n'a pas fait une erreur, maman. Elle a pris une série de décisions délibérées. Elle a eu toutes les chances d'arrêter. Ma mère a soupiré. Elle pourrait aller en prison. Je sais. Et les enfants? J'ai tressailli. Léa et Léo, 5 et 7 ans, brillants, drôles, innocents. Ils n'avaient rien demandé de tout ça. Pense à eux, a-t-elle dit doucement. Veux-tu qu'ils grandissent en visitant leur mère à travers une vitre? C'était la première fois que je vacillais. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la restauration. De mon crédit, de mon nom, de ma vie. Mais la justice valait-elle les dommages collatéraux? Je n'avais pas de réponse jusqu'à ce que Sophie débarque à l'improviste avec 2 cafés glacés et un regard qui disait qu'elle n'achetait pas mon silence. Ils essaient de te culpabiliser, a-t-elle dit. Ne les laisse pas faire. Ils ont peur. Et pour les enfants. Je comprends, mais laisse-moi te demander un truc. Elle s'est penchée en avant. Si c'était un inconnu qui t'avait fait ça, est-ce que tu hésiterais une seconde? Non. Alors pourquoi la biologie lui donnerait-elle une réduction de peine? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse. Ce week-end-là, le bureau du procureur a appelé. Ils allaient de l'avant avec les charges formelles.
Ils ont demandé si je voulais faire une déclaration avant l'audience. Je leur ai dit oui. Cette nuit-là, j'ai rouvert le tiroir et regardé mon téléphone à nouveau. Un message non lu de ma mère. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, ne laisse pas ça nous ruiner tous. J'ai tapé et effacé 5 réponses avant d'envoyer finalement une seule phrase, c'est elle qui a fait ça, pas moi. 9 mois après que mon nom ait été utilisé pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai signé un acte de vente. Mon nom, mon choix, mes conditions. Pas de faux revenus, pas d'adresse email fantôme, pas de mensonges, juste moi, un stylo et une vérité que j'avais gagnée à la dure. L'ironie me pressait de toutes parts. Ma sœur avait détourné mon identité pour s'acheter une vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et maintenant, je faisais la chose même qu'elle prétendait que je ne visais pas assez haut pour atteindre. J'ai acheté un modeste T3 à Bron. Le jardin était en friche, l'électroménager daté, et la boîte aux lettres cabossée. Mais c'était à moi. Payé avec de l'argent réel, un vrai crédit et une paie durement gagnée. Chloé et Guillaume ont plaidé coupables. 18 mois de prison ferme pour elle, 12 pour lui. Leur vie parfaite sur les réseaux sociaux s'est effondrée sous le poids des casiers judiciaires et de la couverture médiatique. Je n'ai pas assisté au verdict. Je n'avais aucun intérêt à regarder les décombres. J'étais trop occupée à reconstruire ce qu'ils avaient essayé de démanteler. Quand j'ai emménagé, Sophie a apporté du champagne et un paillasson sur lequel on lisait « Pas aujourd'hui, voleur d'identité ». Mes parents sont venus séparément. Ma mère a apporté des lasagnes dans un plat que je reconnaissais de mon enfance. Mon père m'a tendu une fougère dans un pot en terre cuite et a dit « Je ne l'ai pas dit avant, mais tu as eu raison de faire ce que tu as fait. » Ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre adressée au feutre rose scellée avec un autocollant licorne. C'était de Léa. Chère Tata Manon, je sais que maman a fait quelque chose de très mal. Je l'aime toujours, mais je t'aime aussi. J'ai dessiné une fleur pour ta nouvelle maison parce que maman dit que tu fais bien pousser les plantes. Est-ce que je peux venir te voir un jour? J'ai fixé ce mot pendant longtemps. La trahison m'avait presque brisé, mais ce n'était pas une histoire de ruine. C'était une histoire de nouvelles racines à planter. Je ne pardonnerai peut-être jamais à ma sœur, mais je n'ai plus besoin de vivre dans cette ombre. Cette maison, avec ses défauts, est la mienne. Elle a été construite sur la vérité, pas sur le vol. Sur des limites, pas sur la culpabilité. Et pour la première fois, je me sens en sécurité à l'intérieur de mon propre nom.